INA Podcast. La Russie est-elle déjà en train de faire la guerre à la France et l'Europe ? La question se pose sérieusement lorsque l'on constate avec stupeur le nombre impressionnant d'opérations d'ingérence téléguidées par Moscou sur le sol européen. Campagnes de désinformation, incursions dans des élections, manœuvres de déstabilisation comme celle subie à Paris et en Île-de-France récemment, le mémorial de la Shoah tagué ou des têtes de cochons déposées devant des mosquées. Sans oublier les opérations de sabotage en mer, les survols d'aéroports par des drones et j'en passe. Oui, ça commence à faire beaucoup. Mais comment faire face à ces ingérences ? Quelle réponse apporter à ces hostilités ? Sommes-nous au fond déjà en guerre ? Tout ça, on en parle avec vous. Arnaud Mercier, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques et professeur en information et communication à l'université Panthéon-Assas, responsable scientifique du projet européen De facto de lutte contre la désinformation. Arnaud Mercier, depuis septembre 2025, on sent que la tension monte d'un cran en France et en Europe face à ces ingérences russes toujours plus nombreuses. C'est le cas ou c'est juste une impression ? Et c'est en fait la confirmation de quelque chose qui va crescendo parce que les vols de drones, effectivement, ça devient plus palpable, plus parlant, plus visible, plus inquiétant. Donc en effet, on peut dire qu'il y a sans doute une prise de conscience plus forte chez un certain nombre de concitoyens européens que la Russie, effectivement, nous fait la guerre. On va développer tout ça avec vous. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive. Et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. L'art de l'ingérence, ça fait longtemps qu'il est bien ancré dans la culture russe. Oui, lorsqu'il s'agit de manœuvrer pour défendre ses intérêts, voire influencer et déstabiliser des États étrangers, la Russie est championne. Première méthode, l'espionnage. Une tradition popularisée pendant la guerre froide, la France en a fait les frais. Écoutez ce récit de 1983 qui racontait les méthodes du KGB. Le Mirage 2000 au Salon du Bourget, il y a 2 ans. Lorsque les Soviétiques vont quitter le stand où cet avion était exposé, ils vont être fouillés. Dans leur poche, on va trouver des pièces volées dans le cockpit de l'avion. Je suis collectionneur et je l'ai trouvé joli, dira le principal incriminé. En fait, c'est bien d'espionnage qu'il s'agit. Si le premier secteur touché est celui de l'armement, il n'est pas le seul. Les secrets qui ont quitté nos frontières ne se comptent plus. Même l'EDF a dû écarter des membres de son personnel, travaillant dans des centrales nucléaires et un peu trop curieux. Oui, à l'époque, les espions sont partout. 1983, c'est d'ailleurs l'année où éclate l'emblématique affaire Farwell. Madame, Monsieur, bonsoir. La mesure est sans précédent dans l'histoire des rapports franco-soviétiques. Elle a vraisemblablement été prise au plus haut niveau par le chef de l'État lui-même. 47 soviétiques, diplomates pour la plupart, mais aussi 2 journalistes et de simples résidents, ont été expulsés de France cet après-midi. À Paris, 47 Russes sont accusés d'espionnage. Le gouvernement français a été renseigné par un agent double, Vladimir Vetrov, nom de code Farwell. Le porte-parole du gouvernement de l'époque, Max Gallo, prend la parole. La France manifeste qu'elle ne tient pas à être un ventre mou, que pour autant que l'espionnage soit une pratique courante, il est aussi de règle que qui se fait prendre est puni. Mais je le répète, cette mesure, au fond en soi, elle dit assez que la France applique sur son territoire ce que d'autres appliquent avec beaucoup plus de rigueur sur leur propre territoire. L'espionnage, une pratique disparue avec la chute du mur ? Bien au contraire. En 2023, le navire russe Yantar est repéré au large des côtes du Cotentin. C'est selon les experts un bateau espion. Il intercepte le contenu des câbles de télécommunications sous-marins.
Espionnage aussi dans l'espace. En 2018, un satellite russe s'approche d'un satellite franco-italien. Les autorités françaises accusent. Tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical. Cela s'appelle un acte d'espionnage. Il y a l'espionnage, mais aussi une autre discipline dans laquelle la Russie excelle, les empoisonnements de ses opposants. Londres 1978. Un dissident bulgare s'effondre à un arrêt de bus piqué par une pointe dissimulée dans un parapluie. L'aiguille contenait de la ricine. L'assassin réussit à s'enfuir. Personne n'a jamais pu découvrir qui se cachait derrière ce crime. Et là encore, cette culture perdure après la guerre froide. Ukraine 2004. En pleine campagne électorale, Viktor Youtchenko, alors dans l'opposition, voit en 4 mois son visage se décomposer. Il a été empoisonné à la dioxine. Le futur président accuse lui-même le Kremlin d'avoir voulu l'éliminer. Là encore, Moscou dément. Les empoisonnements, la Russie est spécialiste, avec à chaque fois des histoires dignes des films de James Bond, 2018 cette fois. Qui a empoisonné Sergueï Skripal, cet ancien espion russe réfugié en Angleterre? Dimanche dernier, l'homme de 66 ans marche tranquillement avec sa fille Yulia dans les rues de Salisbury. Quelques minutes plus tard, tous les deux sont découverts inconscients près d'un banc. La femme était au sol, ses yeux étaient tout blancs, grands ouverts. Elle avait de la mousse autour de la bouche. L'homme s'est raidi, ses bras ont cessé de bouger. Et si le Kremlin dément bien sûr systématiquement, pour les services de renseignement locaux, le coupable ne fait le plus souvent aucun doute. Réaction de la première ministre anglaise de l'époque, Theresa May, 6 mois après la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal. Les 2 individus identifiés par la police sont des officiers des services de renseignement militaire russes. Il est quasiment certain que leur opération avait été approuvée à un niveau élevé de l'État russe. Il y a l'espionnage, les assassinats, et puis il y a aussi les autres ingérences, plus insidieuses. Et là encore, la France n'est pas épargnée, sujet de France 2, en juin 2024. 5 cercueils déposés samedi devant la Tour Eiffel. Dessus, un drapeau français et ces quelques mots « Soldats français de l'Ukraine ». Des mains rouges taguées sur le mur du mémorial de la Shoah. 2 opérations présumées d'ingérence russe. Et aujourd'hui, ce rapport accusatoire de Microsoft. Il pointe du doigt des groupes de cybermalveillance diffusant de dizaines de fausses informations sur la sécurité des Jeux Olympiques. Sans oublier les étoiles de David taguées dans les rues de Paris ou les têtes de cochons déposées devant des mosquées d'Île-de-France. Mais pourquoi ces manœuvres odieuses? Analyse du journaliste Damien Leloup du journal Le Monde. Le but, c'est que diviser les sociétés européennes, leur faire peur et leur donner l'idée que dans ce contexte, chacun est mieux chez soi, il faut surtout pas s'occuper de l'Ukraine. Diviser les sociétés occidentales et aussi, pourquoi pas, les influencer dans leur vote, grâce à des opérations de désinformation dont la Russie a le secret, voire du piratage, comme aux États-Unis lors de la campagne de 2016. La Russie a-t-elle orchestré des piratages informatiques pour favoriser Donald Trump? Barack Obama en est convaincu, ses services de renseignement l'ont affirmé. Il vient donc de commander un rapport détaillé. La Maison-Blanche accuse directement le Kremlin. Les agences de renseignement sont claires, il s'agit d'actions dirigées par les plus hautes autorités russes. Même chose en France, en 2017. Le parti d'Emmanuel Macron a-t-il été victime d'une cyberattaque des partisans de Vladimir Poutine? Un gigantesque piratage de données privées pour déstabiliser le candidat. C'est ce qu'affirme le secrétaire général du mouvement. Les 2000 attaques que nous avons eues sur notre système informatique au mois de janvier proviennent très clairement d'Ukraine. Derrière cette attaque venue d'Ukraine, le parti En Marche voit l'ombre de Moscou. Il épingle notamment 2 médias russes financés par le Kremlin, la chaîne de télévision RT et le site Sputnik, accusé de colporter des rumeurs sur Emmanuel Macron. Des manœuvres appliquées aussi en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Moldavie, et j'en passe. Les Russes, champions du monde de l'ingérence donc? Sans doute. Mais alors, face à ces manœuvres hostiles, comment réagir? Est-ce le retour de la guerre froide? Voire pire? On en parle dans le temps de l'actu.
Avec vous, Arnaud Mercier. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ? Ça prouve qu'effectivement, la Russie est une puissance impériale qui a des visées expansionnistes très claires. La Russie de Poutine n'a jamais accepté en réalité la chute de l'Union soviétique et donc a vocation, selon elle, à retrouver une influence beaucoup plus grande qu'elle n'a là aujourd'hui sur l'Europe. Et comme en plus on n'est pas en démocratie et qu'on est sur une logique assez agressive, tous les coups sont permis en réalité, y compris l'assassinat d'opposants politiques à l'étranger. L'espionnage, là, il faut quand même être clair, tout le monde en fait, donc il n'y a pas que les Russes. Même les Américains espionnent la France, Et les Français espionnent parfois, Et puis pour ce qui est des ingérences, alors là, c'est un vrai problème, notamment sur les ingérences dans le système démocratique, parce que on se dit que les Russes, qui ne sont pas une démocratie, on a le sentiment vraiment qu'ils exploitent nos faiblesses, puisque la force de la démocratie, c'est le libre débat, etc. Mais dans le cas de puissance agressive et expansionniste, ça devient des lieux de vulnérabilité qu'ils exploitent. Ce qui est inquiétant de voir, c'est que ce spectre des ingérences, on a le sentiment qu'il s'étend. C'est-à-dire que de l'espionnage à la James Bond, si je puis dire, on insiste maintenant à des campagnes, on l'a entendu, de désinformation, des incursions dans les élections, des opérations de déstabilisation. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, oui et non, parce que si on remonte à la guerre froide, il y avait déjà des choses, évidemment. Mais disons que ça prend des proportions très fortes, notamment depuis 2016, puisque on soupçonne très fortement déjà que la Russie est impliquée derrière le Brexit. D'ailleurs, tout récemment, le correspondant de UKIP pour le Pays de Galles appelait des coupables là devant la justice en reconnaissant qu'il a touché des pots de vin de la Russie. Et on a bien vu qu'il y a eu énormément d'ingérences russes dans la campagne de 2016 qui a permis l'élection de Donald Trump. Et donc, on voit que ça fait un bon moment qu'il s'insère effectivement et qu'il cherche à déstabiliser les conditions d'un libre débat démocratique. Ça, c'est quand même vraiment très ennuyeux, en effet. Et la France, dans tout ça, est-ce qu'on est particulièrement menacé ? Très clairement, depuis la guerre en Ukraine, nous apparaissons comme un des plus forts soutiens à l'Ukraine, à l'armement de l'Ukraine. On leur a fourni les fameux canons César, on leur fournit des avions, on leur fournit des missiles, etc. Donc, évidemment, qu'à partir du moment où la diplomatie française incarne un fort esprit de résistance et de soutien à l'Ukraine, nous devenons évidemment une cible privilégiée, d'où toutes ces opérations de déstabilisation qu'on a vues dans les rues, à travers les graffitis et autres. D'ailleurs, est-ce qu'on peut un peu détailler comment agit la Russie, notamment en France ? Peut-être déjà parler de la désinformation, comment ça fonctionne, par où est-ce que ça passe en priorité ? Est-ce que vous pouvez nous détailler ça ? Oui, alors il y a plusieurs canaux. D'abord, s'entendre sur l'idée de ce qu'est une désinformation. Une désinformation, c'est, pour moi, il y a 3 critères qui doivent converger et être réunis. C'est de diffuser quelque chose qui est factuellement faux, c'est le faire intentionnellement, donc l'intentionnalité qui n'est pas toujours évidente à établir parfois, mais c'est-à-dire on se dit c'est pas juste une erreur, quelqu'un de bonne foi qui s'est trompé, voilà. Qui relaye une rumeur. Voilà, exactement. Et puis, bien sûr, le 3e point, c'est une intention malveillante, c'est-à-dire que l'idée c'est de nuire. Et dans le cas de la propagande russe, même si ça existait déjà sous la guerre froide, évidemment, mais on a quand même ce sentiment que la propagande est plus inédite parce que c'est ce que j'appelle pour ma part une propagande de pyromane. L'objectif, c'est d'identifier dans nos sociétés démocratiques, d'identifier des points de crispation, des points de fracture qui font que voilà, on est contre ceci et pendant que les autres sont pour, etc. Et d'identifier donc ces points de tension au sein de la société comme étant des vulnérabilités sur lesquelles on peut appuyer. On peut enfoncer un coin pour fracturer un peu plus nos sociétés. Et on l'a vu, par exemple, à travers ce que Facebook a été obligé de révéler suite aux pressions des officiels américains, dans les achats faits par l'agence Internet russe à Saint-Pétersbourg, qui est une véritable usine à trolls et à fabrication de désinformation. On l'a vu parce que ça nous a permis de comprendre que
La Russie, en 2016, avait créé et acheté des publicités, etc., pour des pages Facebook qui disaient tout et son contraire. Donc, par exemple, l'exemple qui me revient tout de suite en tête, c'est une page Facebook pour les musulmans américains et qui vantait la nécessité d'améliorer l'insertion des musulmans, la reconnaissance de cette religion aux États-Unis. Et dans le même temps, ils ont créé une page qui était exactement l'inverse, qui était islamophobe, on veut pas de ces musulmans, ces gens-là sont pas comme nous, on n'en veut pas, faut les expulser. Et en faisant tenir des propos dans chacun qui visaient à dénoncer l'autre. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de cibler des populations, des communautés, on dira, pour essayer de les faire s'énerver, s'enrager et de se monter les uns contre les autres. Parce que ça devient, à terme, c'est le seul objectif des Russes, une société ingouvernable ou difficilement gouvernable. Donc, ça nous fragilise. Et puis, il y a des actions qui se passent pas sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais qui se passent dans la vie réelle, si je puis dire, des opérations de déstabilisation. Donc, dernier connu en date, les têtes de cochons déposées devant des mosquées en Île-de-France. Il y avait eu en mai des jets de peinture sur le mémorial de la Shoah à Paris. 2 actions pilotées par le même homme, localisées en Serbie. Une piste qui renforce donc les soupçons d'opérations pilotées par les services de renseignement russes. Ça aussi, ça contribue à cette campagne de désinformation. Ça aussi, ça s'appelle de la désinformation ? Mais bien sûr, c'est de la désinformation sous forme d'opération psychologique, puisque l'objectif, c'est toujours le même, celui que je viens d'énoncer, c'est de fracturer nos sociétés. Donc, il y a des tensions communautaires chez nous entre musulmans et juifs, notamment à propos du conflit à Gaza, ça n'aurait échappé à personne, et qui s'élargit d'ailleurs à une partie de la communauté française qui n'est pas confessionnellement de ces deux religions. Et donc, l'objectif, c'est d'accréditer l'idée que il y a un antisémitisme tel en France que c'est devenu insupportable, invivable, et que maintenant, ça y est, on vit les pires heures de l'occupation, etc. Et de la même manière, c'est faire peur à la communauté musulmane, l'inquiéter sur le fait que cette islamophobie qu'on connaît bien, dont un candidat comme Éric Zemmour ne fait pas mystère, et donc dire, vous voyez, ça va maintenant très très loin, on fait dans la provoque, etc. Avec l'espoir, bien sûr, que des médias vont pouvoir s'en emparer, et vont pouvoir tartiner là-dessus, en accréditant à partir de micro-faits divers qu'il y a vraiment quelque chose de dramatique qui se passe dans la société française et qu'on a atteint une sorte de point de non-retour dans la concorde civile. Comment la France réagit à ces manœuvres diplomatiquement ? Alors, il y a plusieurs niveaux de réaction. D'abord, le premier niveau de réaction de la France, ça a été de se doter d'un outillage militaire, puisque on a intégré, il y a déjà maintenant plusieurs années, l'idée qu'il y avait des attaques informationnelles, des déstabilisations. Donc, c'est d'abord l'appareillage militaire qui a réagi. Ensuite, au niveau de l'appareil d'État, vous avez la création, par exemple, de Viginum. Viginum qui est relié directement au secrétariat général de la Défense nationale, directement relié au Premier ministre. Donc, c'est vraiment le cœur du pouvoir qui est activé là. Viginum a une mission qui est celle d'identifier l'origine des attaques et des ingérences, et donc, ce qui n'est jamais facile, justement, avec un certain nombre de ces attaques informationnelles, qu'on puisse désigner très explicitement des responsables d'influence et d'ingérence étrangère. Et puis, là, plus récemment encore, l'appareil diplomatique, par exemple, a dit, donc il y a eu une conférence il y a un mois, au niveau du Quai d'Orsay, pour dire qu'il fallait, là aussi, durcir une sorte de corps de doctrine et de corps d'action au niveau du Quai d'Orsay lui-même, mais aussi au niveau des ambassadeurs, en disant que finalement, une des missions des ambassadeurs, ça devenait d'être dans une très grande vigilance sur les opérations de déstabilisation des intérêts français dans les pays étrangers où ils sont ambassadeurs, et de mettre en place des cellules ripostes où on essaye de dire, voilà, on ne laisse pas courir une rumeur malveillante, etc., sans reprendre position et sans dire, voilà, tout ça est faux, voilà la position de la France, parce que les attaques informationnelles ne se déroulent pas seulement sur le sol français. On l'a bien vu en Afrique, où la Russie nous a taillé des croupières sur des zones d'influence comme le Burkina Faso, le Mali, etc., le Centrafrique, en divulguant des fake news, mais 13 à la douzaine, quoi, j'allais dire. J'entends, pour
se défendre, déjà identifier les responsables, etc. clairement, mobiliser le corps diplomatique pour défendre les positions de la France et lever le voile effectivement sur des fausses rumeurs, etc. Néanmoins, est-ce que ça nous protège vraiment de ces attaques informationnelles ? Est-ce qu'il ne faudrait pas riposter, répondre dent pour dent, œil pour œil ? Oui, mais c'est compliqué en fait, c'est compliqué. D'abord, il y a un premier dilemme qui est un problème classique depuis l'existence des rumeurs et qu'on retrouve dans les guerres informationnelles, c'est est-ce qu'il faut vraiment répondre à tout ? Parce que lorsque vous répondez, vous donnez de la visibilité à des propos que des gens n'ont pas forcément connus et vus. Puisque le jour où le gouvernement fait un communiqué pour dire « Alors, je vous préviens, les Russes disent que nous avons ceci, mais en fait, ça n'est pas vrai », eh bien, une fois que vous avez dit ça, vous avez fait connaître à des gens qui ne l'avaient pas vu qu'il y avait cette rumeur qui circulait. C'est l'effet Barbara Streisand, c'est ça ? Absolument. Et donc, il y a toujours un risque, il faut toujours bien mesurer, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas ? Ensuite, la question qui se pose par rapport à ce que vous venez de dire, c'est est-ce qu'on intervient ex post ou avant ? Et on a eu cette opération au Mali, si vous vous souvenez, l'armée française a décidé de faire quelque chose d'assez inédit. Des drones ont filmé le groupe Wagner avec des soldats maliens en train d'emmener des cadavres et de les enterrer dans le désert. Et ils étaient en train de préparer une opération de désinformation consistant à dire que quand la France s'est retirée, en fait, elle a laissé derrière elle des charniers, etc., avec des populations maliennes. Et donc, on a pris la décision courageuse, à mon sens, d'intervenir, mais d'intervenir justement en amont pour casser la possibilité de mettre en place cette malveillante attaque, puisqu'on a dit, regardez, on est en train de les filmer, en train de le faire, et du coup, ils n'ont pas pu faire leur opération. Et vous voyez que là, intervenir en amont, c'est beaucoup plus efficace qu'intervenir après coup. Donc, intervenir, oui, mais bon. Alors après, œil pour œil, dent pour dent, on peut aussi entendre dans ce que vous dites le fait que la France se livrerait elle-même à des opérations de déstabilisation. D'abord, je pense que c'est déjà le cas, je l'espère à titre personnel en tant que citoyen, mais c'est déjà le cas, les forces spéciales ont le droit de faire ça, et évidemment qu'on ne se prive pas totalement, notamment sur les théâtres d'opération, de ce genre de choses. Oui, parce qu'on voit bien la difficulté. On est une démocratie. La question peut se poser de se dire est-ce qu'on doit utiliser les mêmes méthodes de voyous qu'une autocratie comme la Russie ? Oui, absolument. D'ailleurs, pour avoir fait moi-même des interventions en école militaire sur les questions de désinformation, c'est ce que les officiers me disent. Ils disent, il y a que les services actions spéciaux qui peuvent se permettre ça, parce que la France ne peut pas revendiquer au nom des valeurs démocratiques. Maintenant, le vrai enjeu, c'est quand même d'accepter l'idée que nous sommes en guerre. La Russie nous fait la guerre. Vous pouvez prendre le problème comme vous voulez, mais quand vous avez des bateaux qui font exprès de laisser traîner leur ancre et autres pour faire exploser des câbles sous-marins. Des câbles sous-marins, quand vous avez ces drones qui sont un peu partout et qui nous narguent et autres, évidemment que ce sont des méthodes agressive. Donc, même si c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire une guerre hybride, eh bien, peut-être qu'effectivement, il faut monter d'un cran dans la riposte. Effectivement, l'actualité, vous en parlez, ce sont ces tankers, ces bateaux de marchandises dont les propriétaires sont dissimulés derrière des sociétés écrans. Des centaines de tankers qui transportent notamment du pétrole et qui permettent discrètement à la Russie d'écouler son pétrole en contournant les sanctions internationales. On les appelle navires fantômes. Ils passent près des côtes européennes et font des dégâts environnementaux déjà. Les bateaux sont vétustes, mal assurés. Il leur arrive de déverser du pétrole dans la mer près des côtes européennes. Et des dégâts matériels ensuite, vous l'avez dit, Moscou est accusé d'utiliser ces tankers pour saboter des câbles sous-marins et lancer des drones. Des drones ont récemment survolé les aéroports de Copenhague et d'Oslo, où des sites militaires allemands, ils pourraient avoir décollé depuis des navires fantômes. Ça, c'est pour l'actualité. Effectivement, en parlant en introduction, là, on monte un petit peu d'un cran. Oui, absolument, on monte d'un cran parce que là, on est dans quelque chose qui s'apparente à ce qu'on appelle la guerre psychologique. Il s'agit d'inquiéter l'adversaire, de faire, sans mauvais jeu de mots, planer une menace avec ces drones. Et vous pourriez ajouter le fait que beaucoup de pays environnant notamment la mer Baltique, mais pas que, se sont plaints de brouillage du GPS. Et vous savez que l'avion de la présidente de la Commission européenne allant en Bulgarie a été brouillé à un moment. Donc voilà, et là aussi le soupçon porte fortement sur la Russie, qui est une façon de dire, vous voyez, on peut vous gêner, on peut vous entraver, on peut vous inquiéter. Je cite un professeur de l'université de Toronto qui a analysé
toutes ces manœuvres. L'essence même de la guerre hybride consiste à mener des actions que l'agresseur peut facilement nier et dont l'intention est difficile à deviner. Moscou cherche aussi à diviser les pays membres de l'OTAN sur la manière d'y répondre. Effectivement, Moscou est professionnel pour nier absolument toute manœuvre hostile envers les Européens, envers la France et j'en passe. Comment on fait face à cette attitude qui rejette complètement la responsabilité ? Est-ce que effectivement ça divise l'OTAN ou l'Union européenne dans la façon de répondre à toutes ces manœuvres ? Écoutez, pour l'instant, c'est pas le cas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Vladimir Poutine et son entourage se sont totalement trompés. C'est-à-dire qu'ils ont cru diviser, nous affaiblir, etc. Pour l'instant, ça n'a pas du tout été le cas. C'est même exactement le contraire. Le point, aujourd'hui, le point de faiblesse, c'est Donald Trump. Ça, c'est sûr. Et c'est quand même gênant puisque les États-Unis, c'est le pilier fort de l'OTAN. Mais après, pour revenir juste quand même sur cette idée du déni, c'est très important, c'est fondamental ce que vous dites. C'est un des piliers de la stratégie de rhétorique politique de la Russie de Poutine. Il nie tout en bloc. Et même quand on a des preuves, le doigt dans le pot de confiture. Je pense par exemple au vol de l'avion de la Malaysian Airways qui a été donc abattu par un missile. On a retrouvé le missile évidemment. Le missile, il y avait des numéros de série de missiles russes. C'était pas eux. On a évidemment l'imagerie satellite qui permet de déterminer où c'était. C'était dans la zone du Donbass sous occupation russe, mais c'était pas eux, tout à l'avenant. Et donc, la réponse face à ça, pour moi, elle est de deux niveaux. Elle est d'abord de ne pas se laisser attraper par les discours du déni. Ce n'est pas parce que la Russie le dénie que c'est pas vrai. Et si je peux me permettre, j'irais presque jusqu'à pousser le vice jusqu'à dire que c'est exactement l'inverse. C'est plus il nie en bloc, plus vous avez de chances de penser que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis la deuxième chose, c'est d'établir les faits. Et on l'a vu à Boutcha, par exemple, dans ce massacre de population civile dans la grande banlieue de Kiev. Au moment de la reconquête ukrainienne, donc le territoire a été abandonné par l'armée russe et il y a eu des massacres de civils. Donc la Russie a crié au scandale, à la mise en scène, en disant que tout ça c'était Hollywood. Et en même temps, il y avait des faits, il y avait des images avant, après, par satellite, par machin, par truc. Des gens qui sont abattus une balle dans la tête alors qu'ils sont en vélo, ça sort pas de nulle part. Donc, être ferme, tenir sur les faits, sur la factualité, c'est quand même la première des réponses. Les ingérences russes et leurs effets concrets sur la France et l'Europe. Comment réagir ? Comment se protéger ? Sommes-nous déjà, au fond, en guerre sans le savoir ? On a en tout cas les cartes en main pour y voir plus clair. Grâce à vous, Arnaud Mercier. Merci beaucoup, professeur à l'Université Panthéon-Assas et responsable scientifique du projet européen De facto de lutte contre la désinformation. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.